Voilà, débutons maintenant notre deuxième débat éducatif des cahiers pédagogiques, du CRAP cahier pédagogique, qui sera consacré au livre de Philippe Champy et Roger-François Gauthier, Contre l'école injuste, questionner l'imaginaire scolaire, discerner les pièges, repenser les savoirs à enseigner, récemment édité aux éditions ESF. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en retraite depuis un mois maintenant, après 42 ans passés dans l'éducation nationale. Je suis accompagné par Assa Gori qui s'occupera du chat sur lequel vous pouvez intervenir. Bonjour Assa. Bonjour. Et quelques Eh mots de oui, présentation. Assagori, membre du CRAP pédagogique comme militante et professeure de SVT, actuellement dans la région de Lyon. Voilà, et je suis moi-même aussi membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux auteurs, les deux auteurs de ce formidable petit livre, de ce grand petit livre, j'ai envie de dire, qui sont respectivement donc anciens ingénieurs de recherche à l'Institut pédagogique, pardon, mes notes ne sont pas complètes, à l'Institut national de recherche pédagogique. Roger-François Gauthier est lui ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Nous aurons également Claire Lomé, qui est professeure de mathématiques en collège et formatrice, Jean-Michel Zakartchouk, qui est professeur de lettres retraité, et Sophie Courreau, qui est directrice des éditions ESF et qui a eu la très très bonne idée donc de faire éditer ce livre très récemment. Donc c'est un vaste sujet que l'école injuste. Nous venons de passer une petite demi-heure hors antenne, on pourrait dire ça maintenant, à discuter sur les principales injustices que nous rencontrons dans l'école, avec les premiers auditeurs qui étaient là. Les cahiers, sous plusieurs angles, traitent de ce sujet régulièrement. Je vous envoie par exemple au webinaire consacré au très beau livre de Jean-Paul Delahaye, Exception consolante, un grain de pauvre dans le système, qui a eu lieu en février dernier, je crois, sur notre chaîne YouTube. Philippe Champy, Roger-François Gauthier, merci à vous de votre présence. En fait, la première question que nous avons envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Alors, Oui, alors, bonjour à tous. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire vive la maladresse. Vive la maladresse parce que vous avez compris qu'il y a eu donc un quiproquo dans l'heure de départ de ce webinaire. Et finalement, ça a été extraordinaire parce que si on veut bien y réfléchir, nous avions normalement un programme bien arrêté qui devait commencer à 10 heures. Et puis tout ça a été très rapidement dans l'improvisation, à concevoir autrement. Et du coup, ça a été extraordinaire parce que ça nous a permis de vous entendre, tout au moins d'entendre un certain nombre d'entre vous. Et finalement, c'est excellent ça, de pouvoir entendre ce que le public plus large a à dire sur un sujet avant d'intervenir. Bon. J'en viens maintenant à la question qui m'était posée. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire cet ouvrage? Alors d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas une fin FIN, c'est une étape. C'est l'étape dans le travail collectif d'un groupe que nous avons fondé il y a de ça 2 ans, qui s'appelle le collectif d'interpellation du curriculum français. Et de temps en temps, quand on travaille, quand on réfléchit collectivement dans un groupe, il faut marquer l'étape. Dire voilà ce qui est acquis, puis voilà ce qu'on n'a pas. Donc c'est tout le contraire d'un livre qui prétendrait avoir des réponses à tout, mais c'est un livre qui marque une étape. Alors, qui m'a conduit. Je vais peut-être m'exprimer personnellement et Philippe Champy le fera, je pense, à peu près pareil juste après. Qu'est-ce qui m'a conduit à cela? Je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Une immense colère. Une immense colère accumulée. Finalement, j'ai eu des responsabilités plus ou moins importantes dans ce qui était à l'époque l'équivalent de la DGESCO aujourd'hui, et puis dans l'institution éducative française. Et j'ai quand même été très souvent, plus qu'agacé, j'ai été très souvent vraiment, oui, mais mis en colère par ce que je constatais, c'est-à-dire finalement sur la question dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les contenus, les programmes d'enseignement, l'extrême frivolité de ce qui se passait. C'est-à-dire que je voyais régulièrement, par exemple, des ministres, c'est-à-dire le pouvoir le plus éphémère qui soit, intervenir sur des contenus d'enseignement sans être mandaté pour ça. Bon. Et tout ça, ça me semblait tout à fait étonnant.
Alors, de la colère, je suis passé à un certain moment à l'effarement. L'effarement de voir, et je le dis vraiment en conscience à des collègues ici présents qui sont dans l'éducation nationale ou à ses marges, hein, l'effarement devant l'impensé qui règne dans l'éducation nationale en France sur les questions finalement de ce à quoi on forme nos élèves. Alors, je ne dis pas de l'impensé, je ne dis pas que le programme d'histoire de classe de 5e, etc., ait été impensé. Je parle de la globalité des choses. Et c'est bien ça qui est un problème, c'est que finalement, on arrive très vite à des questions de finalité où on se rend compte qu'on ne sait pas, que tout cela est fait au fil de l'eau sans pensée véritable. Alors voilà, ça je crois que c'est quelque chose de tout à fait important. Dernier point peut-être, de par mon propre travail, j'ai quand même été souvent confronté à des pays étrangers, je ne veux pas les citer là, on ne va pas s'embarquer là-dedans, où je voyais quand même un petit peu moins d'impensé, sur ce à quoi on doit amener les élèves, etc., etc. Donc, je dois dire que ça n'a fait que faire grossir ma colère et mon effarement. Voilà pour ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne également, en fait, c'était surtout dans la deuxième partie de ma carrière, quand j'étais éditeur scolaire pendant plus de 20 ans, pour l'école primaire essentiellement, pour l'école élémentaire et l'école maternelle. Comment dire, une même colère par rapport à un certain nombre de grands problèmes en fait systémiques. Et le fait que ces questions de finalité, ces questions de, notamment qu'on ressent entre l'écart, par exemple, entre la vision du métier d'un professeur des écoles par rapport au métier dans les échelons supérieurs, toutes ces questions de filière, déjà évoquées, et d'orientation, comment dire, c'est là qu'on ressent sans doute le plus physiquement parlant la question des inégalités et des injustices. Et en fait, en tant que professionnel, je me suis aperçu assez vite que, par exemple, la question de la liberté pédagogique des professeurs de terrain, ces questions-là étaient mal abordées, peu pensées, en fait, au niveau de l'institution, qui avait un vrai problème institutionnel. Et petit à petit, la question justement abordée notamment dans ces ouvrages par Roger François autour des savoirs, la question des savoirs m'est apparue aussi une question centrale en fait, et on va y revenir. Donc là aussi, colère, indignation souvent par rapport à dans le cadre de réunions au ministère de l'Éducation nationale, avec des hauts responsables qui paraissent déconnectés des vraies questions, enfin ce genre de choses qui a suscité un petit peu ces réflexions et l'envie d'étudier et de réfléchir collectivement autour de ces questions-là. Merci. Vous parlez tout de suite d'un impensé, ce qui ramène évidemment aussi un imaginaire, et vous parlez dans votre livre, dès le début, d'une nébuleuse de croyances entremêlées. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces croyances entremêlées? Alors, Partie. peut-être, oui, je commence et Roger François pourra évidemment compléter. Euh, En fait, on est dans ce qui convient de bien comprendre de notre point de vue, c'est que cet imaginaire éducatif dominant, c'est un imaginaire partagé par, en fait, tous les acteurs, pas simplement les professionnels, enseignants et non-enseignants, mais aussi les parents et peut-être aussi en partie les élèves. C'est-à-dire, c'est cette idée perpétuellement comment dire, émise par l'institution autour notamment de deux grandes questions. Hein, c'est la fameuse égalité des chances et la méritocratie républicaine. Ces deux notions, en fait, qui sont censées en fait représenter une forme de justice de l'école, les valeurs que cette école porte, et en fait
ce qu'on constate, c'est que cet imaginaire ne correspond pas du tout à la réalité, en fait, du système. Et il faut interroger ces notions qui paraissent aller de soi, en fait, pour les mettre en cause. Je dirais, ça, c'est le point de départ. Peut-être, Roger François, tu peux poursuivre. Oui, écoute, volontiers rajouter un petit mot à ça, pour faire le lien avec la colère, parce que tu t'en souviens dans le cadre du groupe, la question qu'on se posait, et excusez-moi, hein, quels que soient nos engagements politiques par ailleurs, c'est pas forcément agréable de le dire, mais face à cette question de l'injustice du système français, qui n'est pas quelque chose de récent, hein, c'est pas Blanquer qui l'a faite, il l'a renforcée, mais il l'a pas faite. Bon. Comment se fait-il que tant de gouvernements soient passés et finalement, sans faire avancer les choses dans un sens vraiment définitif, hein. Alors, on s'est dit, bon, voilà, c'est quoi? Est-ce que c'est de la part des gouvernants successifs une incompétence, ils sont idiots, ou est-ce que c'est une hypocrisie? Finalement, la justice, ils ne la veulent pas. Et c'est là qu'on s'est dit, non, mais on ne va pas raisonner comme ça, il faut aller un petit peu plus loin, et qu'est arrivée cette question de l'imaginaire. Alors, en plus de ce que Philippe vient de vous dire, je voudrais en lancer 3 d'imaginaires, hein, qui sont, qu'on a observés comme étant des éléments bien inscrits dans nos têtes à tous, hein. J'en fais partie, je partage cet imaginaire. C'est l'idée que ce système éducatif français, j'aime pas l'expression, mais je l'emploie avec des guillemets, eh bien, finalement, il est bien fait parce qu'il a prévu des tas de cases, hein, et que chaque élève, on peut lui trouver quelque part chaussure à son pied. Bon, ça fait partie de l'imaginaire. Je ne veux pas prendre le temps là de l'attaquer, cet imaginaire, mais si on met des cases à tout le monde, eh bien, on ne fait pas du commun. Or, il y a quand même des années que le système français fonctionne par cases. L'autre élément imaginaire, oh, ben, les notes que mettent les enseignants, puis les résultats des examens. Oui, bah ça va, en gros c'est juste, quoi. Voilà, bon, tout ça peut se discuter, mais il n'y a pas de contestation majeure là-dessus, bon, parce que ça fait partie de notre imaginaire. Dans notre imaginaire aussi, le fait que les savoirs scolaires, ouais, bah, c'est des savoirs solides, valables, il n'y a pas forcément, il y a pas, on ne va pas aller contester ça. Alors que vous-même tout à l'heure, hein, vous étiez tout de suite sur le sujet en disant que dans la hiérarchie des savoirs, dans la minoration de certains savoirs, bon, il y avait des choses à voir. Voilà, notre imaginaire, à tous, avec des variantes, nous semble fortement bloqué là-dessus. Alors, dernier point peut-être, c'est bien joli une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que, et là on a un petit peu avancé, même récemment, il ne s'agit pas d'aller détruire tout imaginaire possible. Je crois que l'éducation, nous qui nous occupons d'éducation, on a besoin d'un imaginaire. Il va bien falloir s'occuper, au-delà de ce livre, hein, de refonder, de reforger un imaginaire éducatif nouveau. Voilà, vous voyez, ce n'est pas contre toute espèce d'imaginaire possible, c'est celui dans lequel on vit qui nous semble quand même énormément contestable et comme étant à la source de ce blocage sur l'injustice de l'école en France. Oui, ce qui est formidablement intéressant dans ce livre, qui est un livre rapide, enfin, parce que 89 pages, je crois, ça se lit très rapidement, c'est que vous n'êtes pas là pour proposer des petits. Que fait-on pour tel type de situation? Que fait-on pour tel type de situation? Donc, vous avez une réflexion systémique. Et à partir de là, un système, même le système le plus technique possible, repose aussi sur un imaginaire. Et c'est ça qui est formidablement intéressant. Vraiment, j'invite tout le monde à aller lire ce livre. Notre première autre invité, Jean-Michel Zakhartchouk, voilà, je te donne la parole pour une première question à nos 2 auteurs. Jean-Michel, en espérant que ta Oui, connexion soit bonne. oui, 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 ça va. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Roger François, notamment dans le cadre du Conseil supérieur des programmes, qui est quand même avancé des choses intéressantes et qui ont été un peu d'ailleurs remises en cause ces dernières années. Mais justement, est-ce qu'on peut aller plus loin dans les leviers qui permettraient de constituer peu à peu une école plus juste, je dirais peut-être et plus modestement plus juste, c'est peut-être plus modeste que de dire juste, ou moins injuste, quels seraient peut-être les premiers pas à effectuer et qui semblent indispensables?
Peut-être il faut se poser la question déjà, parce que là c'est une question globale et qui peut engager plein comment dire, de réformes institutionnelles. Dans l'avant-propos un peu du webinaire, on a vu qu'il y avait toutes sortes de points d'injustice qui ont été notés. Par exemple, tout ce qui relève, et là on ne va pas le développer, du résidentiel, le fait d'habiter à tel endroit, dans tel quartier, dans tel milieu, dans tel village, comment dire, donne ou non accès à un contexte scolaire plus ou moins riche, plus ou moins développé, plus ou moins, etc. Et donc, cette fameuse égalité des chances, elle est plus théorique ou imaginaire que réelle. En fait, tout le monde peut le constater. Nous, notre approche, en fait, c'est d'essayer de rentrer dans le contenu même de l'école et de faire comprendre, et du système global, de faire comprendre que dans les savoirs enseignés, dans la façon de les trier, de les sélectionner, de les hiérarchiser, il y a un problème d'inégalité d'accès des enfants et des adolescents à des savoirs essentiels. Et c'est cette question, en fait, donc on peut dire qu'il y a une forme d'injustice à l'intérieur même de cette sélection des savoirs, en fait, auxquels, en fonction des filières, en fonction des contextes concrets, on a ou pas accès. Et donc, il nous semble que faire une école moins injuste, c'est déjà s'interroger, ou c'est aussi s'interroger sur cette impensée autour de la définition des savoirs que les élèves devraient maîtriser, disons, à l'issue de l'enseignement obligatoire. Et cette question-là n'est abordée, en fait, puisque ça pose ce que Roger François, je crois, disait tout à l'heure, ça pose la question des finalités. Quelle est la finalité du système? Quel genre de citoyen on veut former à l'issue de l'école, du collège et du lycée? Et cette question reste impensée ou mal ou peu formulée. Et s'il n'y a pas cette réflexion commune, comment imaginer améliorer un système si les acteurs, les enseignants comme les non-enseignants professionnels, n'ont pas une vision partagée autour de ces grandes questions? Comment imaginer modifier, rendre plus juste l'ensemble du système scolaire s'il n'y a pas cette réflexion de fond au départ et qui agit et qui a un impact évidemment sur l'imaginaire éducatif, sur la représentation qu'on se fait ou non d'une école juste, disons. Roger François, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, 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 oui. J'ai une petite chose, hein, c'est que d'abord, en écho à ce qui était dit tout à l'heure, hein, avant que commence vraiment le webinaire, je crois qu'on voit bien qu'il y a une injustice qui est constituée par les cases, hein, par la structure même du système. C'était dit tout à l'heure par les collègues, par exemple, collègues de lycée professionnel qui disaient ça mieux que je peux le dire, hein. Il y a vraiment une injustice qui s'affiche clairement, hein. On n'a pas droit au même savoir. Voilà. Je ne sais plus où j'avais noté ce qu'avait dit le collègue tout à l'heure. C'était dit mieux que je le dis là. On n'a pas droit au même savoir selon qu'on va en seconde générale ou selon qu'on va au lycée professionnel. Et c'est là, je crois, que la justice, il faut se demander sur quoi on la fonde. Il faudrait peut-être la fonder sur des droits. Des droits. Je crois que les êtres humains, ils ont droit d'avoir accès au savoir qui constitue la culture qui fait que l'humanité vit. Hein. Et ces droits, aujourd'hui, ils ne sont pas consentis à égalité aux uns et aux autres. Donc, je crois vraiment que cette question de la justice, elle n'est pas simplement, si vous voulez, consistant à dire oui, c'est injuste, c'est inégal selon les milieux d'où viennent les élèves. Non, c'est un droit qui n'est pas respecté et qui devrait être mieux constitué dans le droit éducatif français.
Oui, votre remarque déjà montre un souci, ne serait-ce que dans l'utilisation du mot culture ou en fonction, je dirais presque de l'origine politique de la personne qui utilise le mot, on n'a pas le même sens, quoi. On peut s'entendre peut-être sur l'utilisation d'un mot culture comme permettant de faire société et donc une école, qui doit répondre aux enjeux de la société et donc, vous écrivez, je crois fort justement dans ce petit livre, je vais arrêter de dire petit parce que vraiment c'est un livre formidablement intéressant. Sortir de l'école qui n'est là que pour transmettre des savoirs des générations antérieures et vous écrivez: «L'école n'est pas par nature conservatrice». Contrairement à ce qu'on dit. Je ne sais pas lequel des 2 voudrait répondre à cela, qui n'est pas une question d'ailleurs, qui est un constat. Philippe, je sais pas. Oui, rapidement, en fait, effectivement, il y a une tradition philosophique assez forte en France qui, issue, je pense, d'Hannah Arendt, qui présente en fait la fonction de l'école comme une fonction conservatrice, en fait, de transmettre les savoirs du passé aux jeunes générations. Euh, je pense qu'on peut interroger cette vision. Euh, Notamment quand il s'agit, quand on aborde les choses non pas de façon, disons, sur un plan général de principe, mais qu'on regarde les savoirs eux-mêmes, c'est-à-dire la réalité quotidienne de ce qui est enseigné aux élèves et comment ces élèves, dans leur vécu, euh, comprennent et intègrent, maîtrisent ces savoirs. Savoir, ça peut être, comme l'a dit le collègue de lycée professionnel, des savoirs conceptuels, des connaissances, des compétences de réflexion, etc. Mais ça peut être aussi des savoirs, il a dit, des savoirs d'exécution, des choses qui relèvent de savoir-faire, de comportement, de compétences de vie, en fait, mais aussi de connaissances techniques, de connaissances liées à tout notre univers dans lequel on doit évoluer, en fait, hein, que ce soit, on parle souvent du numérique, on parle de plein de choses, mais la connaissance des droits qu'on a en tant que citoyen, la connaissance, enfin toutes sortes de connaissances, et donc et de savoir. Et si on regarde les choses sous cet angle, c'est clair que, comment dire, dans un contexte général où ces savoirs, les savoirs évoluent en permanence, on ne peut plus se tenir à une idée qu'il s'agit en quelque sorte d'une culture close venant du passé qu'il faudrait transmettre. Il y a vraiment des enjeux de connaissances par rapport aux défis que le monde entier voit de plus en plus devant lui, c'est-à-dire on parle évidemment les problèmes climatiques, il y a les problèmes géopolitiques, il y a toutes sortes de difficultés qui sont devant nous, que les jeunes devront affronter. Et par rapport à toutes ces questions, l'école ne peut pas rester déconnectée de cette actualité qui, comment dire, qui se pose à tout le monde, en fait, à tous ces jeunes. Ils sont conscients de ces problèmes. Donc, il faut faire un lien, sans doute, beaucoup plus fort entre ces questions et la question des contenus que l'école doit enseigner, en fait. Je rappelle que je crois, enfin je parle de mémoire, mais 90% des enfants qui entrent actuellement à l'école maternelle feront un métier qui n'existe pas actuellement. C'est un chiffre, absolument, stupéfiant de voir ça ou enfin, il y avait une statistique qui ressemblait à ça. Je voudrais aussi rappeler aux personnes qui regardent ce webinaire, qui vont regarder ce webinaire en différé que, nous avons commencé par une demi-heure de discussion avec les personnes qui étaient présentes, les auditeurs déjà présents, en raison d'une erreur dans l'horaire et que nous faisons référence quelquefois à des collègues qui se sont exprimés avant le début de l'enregistrement, comme notre collègue qui indiquait comme injustice la différence entre lycée professionnel et lycée général, avec des programmes du haut, à savoir conceptuels d'un côté et purement exécutif ou
largement exécutif de l'autre. À ça, le chat a commencé à bien bouger, j'ai l'impression. Est-ce que Oui, tu veux tout à intervenir? fait. Alors, sur le chat, je pourrais dire qu'il y a 3 catégories de messages. Il y a des messages autour, de l'échelle sociétale, des injustices liées aux classes sociales. Il y a un intervenant qui disait, préparer j enfin, est-ce que le rôle de l'école, c'est préparer et justifier la division sociale du travail? Il y a aussi la question des valeurs républicaines et de la formation à la culture. Il y a aussi une échelle, sociale, mais cette fois en lien avec, les questions d'égalité, notamment, la question des milieux populaires et la question de l'inclusion scolaire. Et enfin, dans les échanges, il y a une 3e catégorie de propos, plus autour des enjeux de la formation au savoir. Alors il y a un intervenant qui, se posait la question du rôle de la formation initiale dans la construction des imaginaires pour l'école et une autre personne qui se demandait, comment on pouvait redéfinir les fondamentaux. Voilà pour, le bilan des échanges qui ont lieu, actuellement sur le chat. Roger François, par exemple, OK. Rien que ça. Voilà. Non, non, mais c'est passionnant, mais je suis obligé de voir l'ampleur de la matière. Alors, je prends 2 des éléments qui viennent d'être donnés là, au hasard. Je ne sais plus comment a été formulée la 2e intervention, le 2e chat rapporté dans sa formulation, mais en quelque sorte, c'était je ne sais pas, est-ce que vous pouvez rappeler la formulation? J'en aurais besoin du 2e. Alors, échelle sociale et égalité, il y avait, les inégalités des milieux populaires et puis aussi la question de l'inclusion scolaire. Oui, C'est pas alors, ça? Oui. bon, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était la question de savoir, est-ce que l'école Mmh. dit aux élèves la vérité sur elle-même? Est-ce que tout ce que vous disiez, tout ce que nous disons en ce moment sur l'école, hein, est-ce que ça fait partie ou pas des choses que nous abordons avec nos élèves? Je ne crois pas. C'est une vraie question. Hein. Le jour où l'école enseignera l'école, on sera obligé d'avancer sur certains points. L'autre question que je voulais aborder en réponse au chat, après il y avait des choses à dire dans le débat où on était tout à l'heure, hein, sur la culture, etc. Peut-être j'aurai le temps d'y revenir, mais la formation initiale et les imaginaires. Ben, je crois que oui, bien entendu. Hein, il ne s'agit pas d'aller faire des gens qui sont en formation, des enseignants, les seuls porteurs de cet imaginaire scolaire. C'est la société qui le porte. En revanche, s'interroger sur la façon de savoir comment je dirais même pas leur formation, mais leur identité professionnelle pourrait les amener à marquer un certain recul critique par rapport à cet imaginaire collectif, je pense que ça serait tout à fait important. Je peux garder la parole une seconde? Oui, oui, tout à fait. Je voudrais revenir sur un point tout à l'heure bon, tout naturellement entraînerait beaucoup de développement, mais par rapport à ce qui était dit juste avant. Il y a un thème que j'ai développé, Jean-Michel le sait depuis assez longtemps, et au début, quand je le développais, les gens fronçaient le sourcil. C'est de dire que le système éducatif français, finalement, les savoirs, il n'en a pas grand-chose à faire. Je parlais de l'indifférence au savoir. Alors, ça choquait beaucoup de gens. Non, enfin, comment j'enseigne, je fais des cours, il n'y a pas d'indifférence. Non, mais d'accord. Mais au fond, on se rend compte que le système marche surtout pour faire cette distillation dont il était question tout à l'heure. Il y a un côté passe ton bac d'abord, qui est vraiment essentiel et qui est ton bac ou ce que tu veux. D'abord, c'est-à-dire que d'abord la sélection, d'abord l'examen, d'abord tout ça. Mais alors sur quoi cette sélection va s'opérer? Est-ce que c'est bien la peine d'en parler? Je vous choque en disant ça, mais j'ai professionnellement vécu pendant des années dans un contexte où c'était vraiment de ça qu'il s'agissait. Quand on interrogeait les gens qui fabriquaient les filières, etc., sur le sens des savoirs auxquels on voulait mener les élèves, ce n'était pas la question. La question, c'était vraiment mener aux examens, mener à la réussite aux examens. Alors, qu'est-ce qui manque là-dedans? Il manque tout, il manque des tas de choses.
Mais il y a quand même un point sur lequel, avant de terminer cette petite intervention, je voudrais m'arrêter, c'est que je crois qu'il manque la vie, il manque les besoins des élèves, il manque la parole des élèves que tout à l'heure une collègue mentionnait. Alors là, je signe des deux mains à ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire, finalement, il manque ce qui peut, au bout du compte, permettre de constituer du sens. Le sens, il ne va pas tomber tout rôti du ciel, il faut bien trouver des moyens pour l'amener. Et ce n'est pas avec passe ton bac d'abord, ce n'est pas avec cette focalisation sur la sélection qu'on peut arriver à tout ça. Donc moi, je crois que il y a quelques années, Jean-Michel l'évoquait, on avait dû, dans le petit moment où on avait cru un peu à tout ça, la fondation du Conseil supérieur des programmes à son origine, hein, on avait essayé de dire finalement que les programmes scolaires, ce qu'on apprend à l'école, ça devrait conduire nos élèves, hein, à avoir des repères dans les complexités du monde. Si ça faisait ça, eh bien, ça ne serait pas rien. Voilà. Ça, naturellement, a été un propos à peu près inaudible et inécouté, mais j'en reviens un petit peu là. Vous voyez, il y a le passe ton bac d'abord d'un côté, prépare les examens, mais on s'en fiche sur quoi, hein. Ça peut être sur des maths, ça peut être sur, même sur de la musique, ça peut être sur du latin, passe ton bac d'abord, ou bien au contraire, quels seraient les savoirs qui pourraient conduire à plus de justice, mais pas seulement, à plus de pertinence aussi par rapport aux besoins des élèves dans le monde qui avance. Philippe, une réaction? Ben, la réaction, c'est que en fait, l'école injuste, elle est pas, disons, il y a une question de justice, on l'a déjà largement abordé, notamment le fait que on trie les élèves selon des filières et toute une hiérarchisation des savoirs que je crois il faut contester fortement. Et puis, il y a une question de justesse, c'est-à-dire qu'on est une Oui. école finalement qui est déconnectée, qui produit finalement des élèves dont une partie d'ailleurs décroche, n'est pas vraiment, comment dire, inclus dans le logiciel scolaire actuel. Et on leur fait porter le chapeau. C'est la faute des parents, c'est la faute des élèves qui ne comprennent rien. On peut même être dans une logique carrément de, comment dire, de justification de type oui, c'est normal, hein, il y a des élèves idiots, voilà, c'est comme ça, ils peuvent pas intégrer les concepts, c'est pas possible, donc il faut vite les mettre dans des travaux manuels, les orienter via l'apprentissage vers des métiers manuels, entre guillemets, et puis les autres qui ont accès, évidemment, qui sont intelligents ou soi-disant tels, peuvent accéder à l'enseignement général, etc. Ce genre de discrimination, quand même, doit être foncièrement mis en cause, en fait, et justifie le point d'exclamation dans notre titre, puisque c'est quand même source d'indignation de la part de tous les observateurs qui regardent ça. Enfin bon, bref. La justesse, c'est au fond quel genre de citoyen face à la complexité, aux complexités du monde dont vient de faire allusion, auquel Roger François vient de faire allusion, quel genre de citoyen on veut pour que finalement l'école réponde avec justesse aux défis du monde actuel. C'est un problème majeur. Et je pense qu'en réfléchissant de façon systémique au système actuel, avec une logique critique, mais aussi autocritique de la part de tous les acteurs, y compris les parents, y compris. Et c'est dans cette logique-là qu'il faut, en fait, qu'on appelle en fait à développer dans notre petit livre. Dans votre livre, merci. Le constat est terrible, enfin, des savoirs qui ne font pas de culture pour l'école, une institution qui finalement n'est pas légitime dans le sens où le ministre ne fait que passer et si le dernier a tenu 5 ans, combien de ministres durent jusqu'à 2 mois simplement, pour un cas, des disciplines qui ne sont pas interrogées, une construction historique et sociale qui n'est pas soumise à la discussion et un constat systémique catastrophique, des cases, on distille les élèves, on les sélectionne, on les met dans des cases, on sait
ce qu'on va faire d'eux, et on connaît tous dans notre dans notre environnement des parents d'élèves qui ont été sélectionnés très tôt pour aller dans des filières de relégation et qui ont fini ingénieurs. Enfin, moi, j'ai plusieurs cas dans mon entourage amical. Tout ça, fait que, ajouté à un enseignement morcelé en une somme de de disciplines totalement étanches les unes, enfin totalement, pardon, je ne veux pas être si radical que ça, mais très étanches les unes par rapport aux autres. Je vois par exemple, professeur de musique, j'ai été effaré, c'est devenu presque insupportable à la fin, ce nombre d'élèves que je voyais, 55 minutes par semaine, entrée et sortie comprises. Et c'était quelque chose de très fatigant. Vous proposez une reconstruction totale et vous allez même vers un plaidoyer pour l'interdisciplinarité qui est vaine, dites-vous aussi, parce que les savoirs disciplinaires se braquent les uns par rapport aux autres, chacun défonce sa chapelle. Comment essayer de passer au-dessus de tout ça? Comment faire en sorte que finalement l'enseignant déjà se saisisse d'une réforme nécessaire? Comment réformer la réforme également? Si Jean-Charles me le permet, Je vous en prie. avant de venir à cette question qui est tout à fait importante, j'aimerais m'arrêter une seconde à cette histoire de système. Quand même bien comprendre que tout ça, c'est pas rien. Actuellement, il y a un ministre. Bon, il dit, il va se lancer sur le collège. Mais L'homme attendez, malade, dit-il. L'homme malade, l'homme c'est malade. incroyable. D'abord, ça renvoie à un contexte différent, mais surtout, moi, je ne vois pas comment on peut travailler sur le collège. Le collège, il est un élément d'un ensemble. Et alors voilà, les ministres arrivent, il y en a un qui travaille sur le primaire, l'autre qui travaille sur le lycée. Et je ne sais pas, par exemple, sur le lycée, pendant des années, on avait plein la tête de la formule bac-3, bac-3. Bon, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais on ne peut pas travailler comme ça par morceaux, hein, par appartement. Alors, sur le collège, je voyais dans un chat là mon ami Leclerc qui rappelait que quand même par 2 fois, le législateur, pas rien, c'est rare que le législateur s'occupe d'éducation en France. Par 2 fois, le législateur a dit ah, ça serait quand même peut-être bien, plutôt que de vendre par appartement le collège, le primaire, etc., de se demander, à la fin de la scolarité obligatoire, qu'est-ce qui serait souhaitable que les élèves maîtrisent, n'ignorent pas en tous les cas. Ça a été cette histoire extrêmement mal vendue par les gouvernements successifs du fameux socle commun, mais c'était pas rien. Mais c'était pas rien, parce que là, il s'agit c'est pas d'aller penser le collège à part du primaire, il s'agissait de demander une globalité. À quoi veut-on en arriver pour les élèves en fin de scolarité obligatoire? Peut-être que cette logique d'un socle commun, elle serait à remettre en honneur si on devait, par rapport à des morceaux de conversation qu'on a eu tout à l'heure, hein, le socle commun en fin de lycée, par exemple, ça serait d'une manière. Socle commun, ça ne veut pas dire qu'on s'en tient là, mais c'est du commun. Voilà. Et donc là, je voulais rappeler que sur cette histoire systémique, il y avait eu des tentatives, hein, sur la question des savoirs de fonctionner de manière plus systémique. Bon, je me tais là-dessus pour laisser d'abord la parole à Philippe sur la question qui était posée au sujet des disciplines. Philippe. Oui, le problème de l'interdisciplinarité, comment dire, soit on le voit sous un angle à la limite de coopération des équipes enseignantes. Donc là, on ne peut que dire oui, c'est formidable, etc. Ça, c'est pas le sujet n'est pas là. La question, c'est plutôt est-ce que dans la vision globale de ce que les élèves doivent apprendre, comment dire, est-ce que chaque discipline définit séparément ses attendus et puis ensuite essaye de recoller des morceaux a posteriori, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait faire l'inverse, c'est-à-dire avoir des objectifs communs, des grandes questions communes, et puis voir les apports disciplinaires autour de ces grandes questions. Il y a beaucoup de systèmes éducatifs dans le monde, je crois, qui commencent à raisonner sous cet angle-là. Donc le problème qu'on a vu en essayant de discerner ce qu'on appelle discerner les pièges, qui nous piègent, hein, qui piègent tous les acteurs, c'est le fait souvent, notamment dans l'enseignement secondaire, que les professeurs,
ont une identité professionnelle et de métier forte avec leur discipline d'enseignement. Et au fond, ça peut être un piège si ça empêche d'avoir une vue plus large, plus curriculaire en termes de professionnels, en termes professionnels. Nous pensons que ça peut être un piège qui bloque et qui fait qu'effectivement, après, c'est la guerre dans les programmes pour avoir tel ou tel pourcentage, les coefficients, les heures, etc., qui empêche finalement une, une coopération, la création d'un commun, en fait, plus large, d'un niveau supérieur, en quelque sorte, qui donnerait du sens, un nouveau sens à notre école. Merci. Oui, Pardon, si je Roger François. Oui. si je peux sur cette question de discipline, parce que c'est quand même du dur là hein, qu'on touche. Et on a raison d'y arriver. Ajouter quelques points. Je ne suis pas un antidisciplinaire, hein, je vais le dire bien clairement. En revanche, dans mon passé d'administrateur au ministère de l'Éducation nationale, je dois dire que ce que disait Philippe est une réalité. Hein, c'est-à-dire, chaque discipline marchant pour elle. Je me souviens X fois d'avoir entendu frapper à la porte de mon bureau et c'était un inspecteur général de telle ou telle discipline qui m'apportait les futurs programmes de classe de seconde qui allaient être appliqués à la rentrée. Donc ça, c'est une réalité. Il n'y a pas la concertation entre les disciplines, même pas la concertation. Bon. Alors après, il y a aussi des disciplines qui manquent dans l'affaire, parce que à un moment donné, hein, les disciplines du conseil de classe du collège aujourd'hui, bon, plus la philo au lycée, ben, on a arrêté le banc. Mais depuis, la science a évolué. Hein, je sais pas, la sociologie apparaît peu, la psychologie n'apparaît pas, le droit est quasi absent, sauf dans quelques filières spécialisées, etc. etc. Donc, voilà, les disciplines, elles ont eu aussi tendance à se refermer sur elles-mêmes. Mais surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est finalement que la discipline et les enseignants, il ne faut pas leur en vouloir, ils ont été amenés à cette conception. C'est l'idée que la discipline, elle, alors moyennant 36 épisodes de transposition didactique, elle a son existence dans le monde scientifique et puis elle arrive, la fameuse transposition, elle arrive dans le monde scolaire. Bon, je crois que là, il y a vraiment une difficulté parce qu'elle arrive en pensant avoir des droits. Comme science, j'amène cela, donc il faut que les enfants apprennent cela. Je me souviens de cet épisode que mon ami, qui fait partie de notre groupe, là, Denis Paget, relate souvent mieux que je peux le faire, où quand on travaillait sur le socle commun, deuxième mouture, hein, on avait travaillé sur le socle, c'est-à-dire sur l'ambition générale de culture pour les élèves, d'abord, et après, on faisait venir les disciplines. En disant, toi, mathématiques, là-dedans, qu'est-ce que tu prends? Toi, langue étrangère, là-dedans, qu'est-ce que tu prends? Vous voyez, c'était une position, je ne dis pas qu'elle était achevée, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir inventé, on n'est pas allé assez loin, mais c'était déjà une idée. Dernier point par lequel je vais choquer, mais on le mentionne dans le livre à un moment donné. S'il s'agit de s'interroger sur le rapport entre les enseignants et leur discipline, Philippe l'a un peu fait tout à l'heure, je l'ai un peu fait maintenant, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Je crois que c'est bien joli de parler d'un socle commun pour les élèves, mais je ne vois pas bien aujourd'hui le socle commun pour les enseignants. La culture commune des enseignants des diverses disciplines, si vous regardez bien, elle s'est arrêtée très tôt, elle s'est arrêtée au lycée. Et du coup, à mon avis, tout ça, ça ne facilite pas le travail collectif, ça ne facilite pas la prise de conscience commune de ce que sont les objectifs de formation des élèves. Et donc, je crois qu'il y a, voilà, mon avis est qu'il y aurait à travailler énormément là-dessus, sur le rapport entre une culture commune des enseignants et leur discipline. Je ne dis pas l'un pour sacrifier l'autre, je dis au contraire l'un pour valoriser l'autre. Merci à tous les deux. Je témoigne aussi, mais les collègues de collège peuvent le faire aussi, que cette part d'autonomie donnée aux établissements dans la dotation horaire globale, qui est de quelques heures, moi j'ai vu mon établissement passer à plus de 20 heures d'autonomie à 2 heures, était un lieu de déchirement disciplinaire. Voilà. Qui va prendre cette heure pour pouvoir faire des groupes ou ne pas faire des groupes, etc., etc.
Nous sommes sur des constats pour le moment très, très, très violents, en fait, systémiques, profonds à la racine, et il va falloir vous interroger l'un et l'autre sur, évidemment, quelque chose qui est enthousiasmant sur vos sinon propositions, mais en tout cas les axes que vous voulez bien donner. Mais avant, je voudrais donner la parole à Claire Lomé qui a fait sur son blog une recension de votre ouvrage et qui a quelques interrogations quelques questions à vous poser également. Claire, je te donne la parole. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt cet ouvrage et, et d'ailleurs la lecture m'en a beaucoup plu. Et en vous écoutant, j'ai une interrogation supplémentaire par rapport à la question que j'avais prévu de vous poser, c'est que je me demande si vous prenez bien en compte euh, les enseignants eux-mêmes dans leur aspect de résistant. Vous, quand je vous entends parler de nous, j'ai l'impression que vous ne parlez pas de moi justement. C'est-à-dire que nous, en classe, nous avons réfléchi aussi à toutes ces problématiques-là et je pense que nous cherchons justement à porter aussi de l'interdisciplinarité, à travailler ensemble, etc. Alors c'est vrai que c'est pas facile du tout et que l'institution ne nous le permet pas facilement, ça c'est certain. Mais voilà, je voulais juste, avant de vous poser la question que je voulais vous poser aujourd'hui absolument, apporter quand même ce témoignage avec ce mot de résistance qui me paraît important, qui ne va pas à l'encontre d'ailleurs de ce que l'éducation nationale nous demande de faire passer non plus. D'autre part, excusez-moi, à un moment de votre livre, vers la page 60, vous parlez du piège disciplinaire. Le mot piège m'est apparu à la lecture sonner comme une volonté de votre part peut-être d'électrochoc justement vers les enseignants ou le système. Mais je me suis interrogée, et du coup ça fait écho avec mon interrogation de ce matin, sur je me suis demandé si finalement, vous ne manquiez pas un peu de confiance en nous, enseignants. Ce n'est pas du tout une attaque, hein, c'est vraiment une question. Parce que moi, j'enseigne les maths, j'adore les maths, je passe beaucoup de temps et d'énergie à la diffusion de la culture mathématique. Je pense que la réduction des inégalités passe aussi par le fait de promouvoir et d'apporter l'abstraction à tous les élèves, aussi à des savoirs exécutifs, comme vous le disiez, je suis parfaitement d'accord, à des automatisations et tout ça. Mais je pense en référence à la discussion de la demi-heure qui a précédé ce webinaire que c'est important de manipuler, c'est important de représenter, de jouer, etc. Mais c'est dans le but de permettre l'abstraction à toutes et à tous. Et vous parlez de polyvalence disciplinaire. Et là, je me suis vraiment interrogée. Je me suis interrogée pour deux raisons. La première, c'est que ce sont les bruits de couloir qu'on entend pour la réforme du collège qui arriverait. Et je ne sais pas du tout si moi, je suis prête à être polyvalente dans la mesure où je ne me sens pas outillée sur le plan didactique pour enseigner d'autres disciplines. Et d'autre part, je m'interroge dans ma pratique quotidienne, j'enseigne les mathématiques, j'enseigne aussi les mathématiques en langue allemande. J'ai déjà enseigné l'EMC puisque c'est un contenu que tous les enseignants peuvent enseigner. J'ai participé à beaucoup de pays et je continue à participer à des projets interdisciplinaires qui sont vraiment interdisciplinaires. Ce n'est pas de l'étiquetage, voilà, on travaille vraiment ensemble. Et donc, je voulais avoir un éclaircissement là-dessus par rapport à votre propos. Est-ce qu'en fait, ce que vous portez, c'est vraiment une revendication, un souhait de la polyvalence des enseignants? Et si oui, alors qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous souhaitez en termes de formation? Voilà, j'espère que j'ai été claire. Qui veut répondre? Les deux, j'imagine. Je ne sais pas, Philippe, c'est toi? Moi, au départ, je voulais insister sur un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'était sur l'idée d'héritage impensé. Je pense qu'on a parlé, je ne sais plus qui a parlé de la forme scolaire. Je crois que c'est notre collègue de Marseille qui parlait je crois, de forme scolaire repris par les projets actuels ministériels, cette notion de forme scolaire. Mais on peut y ajouter le fond, la forme et le fond, c'est-à-dire à la fois ce qu'on enseigne et comment on le fait, comment on évalue, comment, etc. Il y a je pense qu'on n'a pas l'histoire de l'éducation, l'histoire de l'école est relativement peu enseignée en formation et n'est pas vue comme un point essentiel dans la compréhension d'où on vient. En fait.
nous, les enseignants, et au fond, de quoi on a hérité. On revient sur la question de l'imaginaire, etc., de toute cette vision de l'école qui est effectivement comment dire, un héritage, hein, c'est avec deux, trois siècles d'histoire qui précèdent et qui expliquent pourquoi on est arrivé là. Et la question de la démocratisation scolaire, déjà, hein, le fait d'ouvrir l'école, notamment le collège et puis le lycée, etc., à une population quasi, enfin, à toute une génération, ça a son histoire aussi. Donc, je pense que nous, on essaye aussi de raisonner en fonction de cet aspect-là historique. C'est très important de replacer ça. Le fait que certaines disciplines, comme disait Roger François, sont privilégiées et empêchent en fait, d'une certaine façon, d'arriver d'autres disciplines dans le système scolaire, c'est une réalité historique, on va dire, qu'on peut justifier, qu'on peut essayer de comprendre, mais n'empêche que ça fait partie, on peut considérer maintenant que ça fait partie de certains blocages. Pourquoi la philo n'est pas une discipline enseignée de façon institutionnalisée à d'autres niveaux d'enseignement que la terminale? Pourquoi, etc. Ou au lycée professionnel. Et au lycée professionnel. Bon, on n'a pas parlé là de la grande scission. Ça a été évoqué dans les avant-propos du webinaire, mais la grande scission au lycée entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel, qui est une scission à la fois physique, mais enfin géographique, mais pas que. Sociale. Voilà, sociale, Terrible. institutionnelle, etc. Oui, oui. Ça pose quand même un problème fondamental. Et on revient à la remarque du directeur de CIO, hein, sur l'orientation fin de troisième, etc. Donc, tout ça, c'est un héritage, comment dire, qu'il faut quand même interroger. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a sans doute un certain nombre de déterminants. Pardon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Quand on revient à la question de Claire sur comment dire, le métier d'enseignant tel qu'elle le pratique, tel qu'elle le vit, on peut dire quand même qu'il y a tout un tas de déterminants institutionnels, structurels, historiques, que aucun acteur individuel, n'a prise, sur lequel aucun acteur individuel n'a prise. C'est ça qu'on essaye de faire comprendre aussi. Donc nous, on essaye de comprendre, quand on parle de piège, ce n'est pas pour culpabiliser tel ou tel, ce n'est pas la question, c'est pour essayer d'avoir une approche plus réflexive sur les obstacles, les contraintes auxquelles finalement on ne peut rien en tant qu'acteur de terrain, parce qu'on est pris dans un système qui dépasse, en fait, qui dépasse les possibilités d'action, vous voyez, sur lesquelles on n'a aucun levier d'action. C'est pour ça que notre interrogation autour des savoirs, ça vise aussi l'institutionnalisation de ces savoirs, c'est-à-dire toute l'organisation des filières d'enseignement, les modes on parle de piège de la note, de la notation, avec la fameuse, peut-être que Roger François y reviendra. Regardez la question, on a fait allusion aussi dans le livre, à un moment, à l'orthographe, hein, la façon comment dire, la difficulté à poser la question d'une simplification de l'orthographe en France. Bon, je fais allusion aux travaux d'André Chervel, bon, etc. Donc, c'est-à-dire un certain nombre de points sont vus comme faisant partie du patrimoine national auquel finalement on ne peut plus toucher. Et cette vision-là, cet imaginaire-là aussi doit être interrogé. Et si on prend conscience de ça, je pense qu'on prend plus conscience aussi en tant qu'acteur des limites possibles
de son action pour aller dans un sens d'une école plus juste. Voilà, c'est comme ça que je résumerai un petit peu notre vision par rapport aux enseignants. Notre but, ce n'est pas de culpabiliser les enseignants, pas du tout, c'est de comprendre comment nous tous, mais y compris les parents, y compris les administrateurs, sont pris dans un certain nombre de pièges, en fait, hérités de toute une histoire de l'école. Je voudrais juste intervenir pour dire que ça passe à une vitesse folle. C'est formidablement intéressant, mais vraiment, on va essayer de réduire nos interventions. L'un des pièges que vous signalez tout de même, et c'est la liberté pédagogique, qui était à l'origine quelque chose qui permettait aux enseignants de sortir de la mainmise des congrégations, je parle des lois de 1880, enfin et qui maintenant peut devenir un élément de blocage vers quelque chose de très, très archaïque, quoi, enfin, d'impossibilité d'évolution pédagogique. Roger François, vous voulez dire quelques mots? On va essayer d'aller plus vite parce que j'aimerais bien qu'on aille vers le point essentiel, enfin essentiel, pardon, un point formidablement intéressant qui est la logique curriculaire dont il va falloir parler. Avant cela, Roger Oui, François, non, mais puis c'est pour ça que là, je ne vais pas intervenir beaucoup. oui, J'aurais vraiment envie d'aller plus loin par rapport aux questions posées par Claire Lomé, mais là, je crois qu'on n'a pas le temps parce que c'est des. Mais on peut le faire, après. Moi, je voudrais revenir parce que je vois aussi le temps passer sur la question qui a été amenée par le premier intervenant tout à l'heure, ex-directeur de CIO, je crois, hein, oui. qui a commencé par un point absolument fondamental. C'est-à-dire de pointer un ou deux moments de la scolarité d'un élève où les choses se jouent, où on n'est pas tout à fait conscient de ce qui se joue, de la façon dont ça se joue. Il parlait de l'orientation de fin de troisième. Et ça, je me permets d'insister là-dessus, hein, parce que, bon, là aussi, la comparaison internationale me mène à vous dire que alors, je ne vais pas me lancer dans un exposé qui serait trop riche et trop long là-dessus, que vraiment, le fait que l'État, et l'État, en fait, ce sont les conseils de classe, prétendent avoir dans notre pays une boule de cristal qui fait qu'on dit aux élèves à la fin de troisième, toi, je te verrai là, toi, je te verrai là, et finalement, que des décisions se prennent. On est quand même un des rares pays où il y a chaque année des milliers d'élèves qui se retrouvent dans des filières d'études où ils n'ont pas voulu aller. Ça, je voulais vous dire, pour que si vous ne le savez pas, à quel point c'est une spécificité française qui me choque et dont j'ai honte. Hein. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais prenons le pays le plus proche, là, qui vient de mal voter la semaine dernière, mais bon, de l'autre côté des Alpes, hein, où, franchement, les professeurs du collège, ils disent des choses au sujet des élèves en essayant de prendre en compte ce qu'a été toute leur scolarité sur les années du collège, mais jamais de décisions se prennent. Les décisions, ce sont les élèves avec leur famille qui les prennent, et dans un contexte qui est beaucoup plus détendu que chez nous. Je ne vois pas en Italie d'élèves qui, un an après le collège ou juste après le collège, estiment avoir été mis dans une relégation ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est ce qui a été dit en premier tout à l'heure. Je voulais y insister parce que c'est capital. Merci, Monsieur Gauthier, merci beaucoup. Merci. Rien. Pardon, je suis désolé de vous demander de ne pas prendre la parole parce que sinon on va, ou alors on décide qu'on tient 2 heures, mais on n'aura vraiment pas le temps de tenir 2 heures. À ça, le chat rapidement. Oui, alors là, le chat est très actif. Je dirais qu'il y a 3 thématiques, une proposition et une question. Alors, sur les thématiques, il y a déjà la thématique de la place des élèves. Il y a des interventions sur la reconnaissance des droits des élèves à s'autodéterminer, sur la place de l'autonomie et de la responsabilité des élèves dans leur formation, les attentes de l'école et la façon dont les élèves intériorisent les attentes scolaires. Quand on leur demande pourquoi ils doivent apprendre tel élément, qu'ils répondent que c'est pour répondre à des attentes d'évaluation, et aussi la question de leur formation avec le socle commun et l'interdisciplinarité. Il y a aussi une deuxième thématique autour de l'orientation scolaire, où il est relevé qu'il y a une culture du tri dans les orientations scolaires, qu'il y a une priorité de la sélection sur la formation. Il y a aussi eu un petit débat sur la place du lycée professionnel,
où certains trouvaient des interventions un peu trop caricaturales sur le fait qu'on ne forme que à des compétences exécutives, et d'autres faisaient remarquer qu'en essai professionnel, par exemple, il n'y avait pas de philosophie, ce qui allait plutôt dans le sens d'une formation avec des compétences différentes du lycée général. Et enfin, la troisième thématique autour de la formation des enseignants. Donc, il y a eu des échanges autour de la notion de coopération des enseignants, de la place de l'interdisciplinarité dans la formation, du socle commun de formation des enseignants et de l'outillage des enseignants concernant les inégalités scolaires, notamment sur la question de l'inclusion scolaire, particulièrement du handicap, mais pas que, et une question sur la sensibilisation des étudiants aspirants enseignants à la transmission d'une culture commune. Pour la proposition, du coup, c'était une formation commune pour les enseignants du premier et second degré. Et pour la question, il y a une question qui a été posée. Que dire de la question des injustices faites aux enseignants? Et voilà pour les interventions du chat. Très rapide à nos deux invités donc, sur les injustices faites aux enseignants. Moi, je dois dire que j'ai la sensation quand même que ce livre rend hommage aux enseignants dans le sens où il situe des pièges dans lesquels nous tombons même sans nous en apercevoir. Et j'ai été le premier à défendre ma discipline ardemment parce que nous sommes dans cet imaginaire scolaire dont nous avons parlé au début de ce webinaire. Donc, ce problème, Roger François ou Philippe? Je voulais, avant que Roger François conclue peut-être, je voulais souligner comment dire, on voit la richesse des questions qui sont soulevées. Et effectivement, en 1 heure, on ne peut que, disons, prendre des positions un peu générales, caricaturales, manquant de nuances. Ça me paraît évident. C'est-à-dire qu'on est dans un système extrêmement complexe. Je pense qu'il faut, dans le cadre justement du collectif dans lequel nous travaillons, nous sommes en pleine réflexion. Nous avons des groupes de travail, nous avons à peu près 2 ans de programme de travail autour de 5 grandes thématiques qu'on peut lire sur le blog Interpellation Curriculum. Et donc, ce que je voulais dire, de mon point de vue, c'est que si un certain nombre de professeurs, de professionnels, d'intervenants qui ont assisté à ce webinaire ont envie de poursuivre la réflexion avec nous, qu'ils viennent en fait sur ce blog, qu'ils signalent leur intérêt et participons ensemble en fait à une réflexion collective. C'est ça notre objectif fondamental. Voilà ce que je voulais dire. Et merci donc à tous ces chatteurs. Je trouve que c'est d'une grande richesse et ça correspond tout à fait un peu justement comment dire, au grand sujet systémique qu'il faut qu'on aborde de façon concertée, coordonnée. Voilà, le principal défi, c'est de penser tout ça ensemble, en fait. Oui, avant je voudrais qu'on avance parce qu'effectivement, vous avez raison, Philippe, de dire que nous survolons de toute façon 1 heure, c'est 1 heure 1/4, peut-être 1h10, on va essayer de ne pas dépasser, c'est très rapide. Et donc, Roger François, vous avez déjà tous les deux cité le mot de curriculum. Et allons maintenant dans le cœur du livre, qui est là un travail radical au sens où vous voulez aller à la racine, vous êtes pour une politique des savoirs, c'est le titre du chapitre 5, qui fasse entrer les élèves en humanité et en démocratie, et une école qui impose d'écrire un projet différent et qui doit répondre aux besoins des élèves et un projet politique. Et vous promenez l'école du curriculum. Est-ce que vous pouvez nous en parler maintenant? Parce que voilà la proposition phare de ce livre, formidablement intéressante. Roger François. Oui, alors, on va essayer quelques minutes, hein, voilà, c'est la gageure. J'ai pas du tout de vénération pour un mot. Hein. Il s'agit de voir quel sens il a, et si ce sens nous arrange, on le retient. Bon, voilà. Alors, l'idée de curriculum, c'est un mot qui fonctionne dans la plupart des pays,
parfois traduits dans les langues locales. Hein, et je ne suis pas du tout en adoration devant ce qu'ils fabriquent. Hein. Un ministre sénégalais de mes amis me disait, si vous alliez en Afrique subsaharienne, vous verrez à quel point il y a du curriculum partout. Bon. Et ça a été totalement, mis totalement technocratisé. Donc, le mot, lui, je n'ai pas le temps de vous le démontrer, bon, mais le mot lui-même n'est en soi rien. En revanche, ce à quoi on tient, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée justement que les savoirs enseignés aux élèves et du coup les savoirs assimilés par les élèves cessent d'être le désordre qui les caractérise aujourd'hui, ou en fait un ordre parce qu'il y a des hiérarchies, notamment entre des disciplines ou des types d'enseignement qui ont été relevés tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est quand même qu'il faut cesser de laisser tout ça au hasard. Il faut essayer de mettre là un peu de cohérence et que pour y arriver, c'est toujours pareil. Le mot curriculum, c'est qu'un outil. Mais pour y arriver, on a besoin des finalités. Et c'est là que l'essentiel du travail est à faire. Entrer en humanité, entrer en démocratie, ça ne se fait pas tout seul. Donc voilà, le curriculum, c'est l'idée de regarder la cohérence de la formation d'un élève au cours de toute sa scolarité et de s'en préoccuper beaucoup plus qu'on s'en préoccupe en France, où quand même, comme vous le savez, il y a aujourd'hui, malgré tout ce qu'on veut, entre le primaire, le secondaire lui-même divisé entre collège et lycée, il y a des fractures qui font que, eh ben voilà, quand c'est fracturé, c'est les plus faibles qui se cassent la figure, voilà, c'est tout. Alors si on veut continuer, continuons. L'idée de mettre une cohérence par les savoirs, commencer par là, ça nous semble quelque chose d'important. L'autre point que je voudrais dire, puisque là on approche vraiment de la fin, c'est que nous n'avons pas du tout la prétention, et Philippe le disait bien, on n'est pas en train de terminer quelque chose, hein, on a besoin de vous tous. Et moi aussi, je remercie tous les intervenants de ce matin en regrettant de ne pas avoir pu aller plus loin, notamment sur les mathématiques. Bon, mais voilà, on reprendra ça. Nous, notre ambition n'est pas du tout d'arriver à court terme à avoir un projet de réforme. Pas du tout. Hein. Les journalistes qui nous téléphonaient il y a quelques semaines en disant « Alors, quels sont les 12 points que… » Rien, on n'a pas 12 points. Ce qu'on envisage, c'est la nécessité d'une révolution culturelle amenant à une nuit du 4 août des savoirs scolaires. Bon, voilà, ça, on l'envisage. Et on cherche les moyens d'y arriver. Mais on n'est pas là pour se substituer à je ne sais pas quel shadow cabinet et d'aller dire voilà les mesures à prendre. On est là pour inciter à une réflexion telle que ce matin, vous avez semblé tout à fait intéressé d'y participer. Merci, oui. Je voudrais rappeler que les grandes réformes qui ont été faites dans le système éducatif finlandais, par exemple, ont mis entre 20 et 25 ans à être mises en place. Donc, on est loin de l'alternance politique. Hein. Ce livre a été édité, évidemment. Il faut le lire. Je réponds à Mélanie Plancherel, question d'étudiante, et maintenant à la suite des échanges, etc. Quels sont les leviers disponibles? D'abord, lire ce livre. Lire ce livre et puis lire aussi ce qui est autour de ce livre, y compris l'histoire de l'éducation. Mais ce livre est édité par les éditions ESF et nous avons sa directrice ici, Sophie Coureau. Merci Sophie d'être ici. C'est un livre essentiel. Vous avez une collection extraordinaire qui donne des possibilités de savoir pédagogique considérables. Je pense aux ouvrages de Jean-Michel, mais aussi Zakhartchouk, de Sylvain Connac et de bien d'autres concernant la coopération, concernant voilà, beaucoup de choses. Pourquoi ce livre n'est pas un livre de plus qui critique un système, mais qui s'inscrit dans un continuum de publication, Sophie? Alors merci, comme vous le savez, depuis près de 50 ans maintenant, ESF publie en pédagogie des ouvrages de réflexion. Notre ambition est de donner aux acteurs de l'éducation les moyens pour comprendre les situations auxquelles ils sont confrontés dans un esprit d'innovation. Classiquement, nous ne publions pas d'essais et pourtant, j'ai immédiatement répondu positivement à la proposition de Philippe Champy et de Roger François Gauthier et je tiens du coup très chaleureusement et très sincèrement à les remercier pour leur confiance. Je suis très heureuse de publier ce court texte qui est très dense, très
percutant et qui pose l'ensemble des questions et des problématiques sans concession, mais vous l'avez vu tout au cours de cet échange. Pour moi, il s'empare à bras-le-corps pour répondre, pour poser deux questions fondamentales qui sont, et vous les avez évoquées, est-ce que l'école répond aux besoins des élèves et est-ce que l'école répond à un projet politique? Mais au-delà de questionner, au-delà de s'inscrire uniquement dans la critique, ce que je trouve très fort dans leur texte, c'est de proposer une voie, la politique curriculaire, et d'entendre ainsi proposer de construire une école qui soit plus juste dans les deux acceptions du terme, comme Philippe l'a dit au départ, une école plus juste, c'est-à-dire avec plus de justice, et une école plus juste, c'est-à-dire dont les enseignements et les savoirs proposés sont présentés avec plus de justesse pour les élèves et donc au final, pour nous tous, une société plus juste. Voilà, en 2 mots ou en quelques mots, les raisons pour lesquelles j'ai été très sensible à ce texte et je suis très honorée de pouvoir le publier dans notre catalogue. Merci Sophie. Vous voyez certainement derrière moi une partie de ma bibliothèque avec beaucoup de, de tranches de livres ESF d'ailleurs. Voilà, il est temps de clore ce webinaire en remerciant beaucoup toutes les personnes qui sont restées depuis 10 heures pour celles qui sont venues à une des heures indiquées sur la publicité que nous en avons fait. Je voudrais remercier Roger François, Philippe, merci beaucoup et pour votre présence, votre discours formidable et votre livre qu'il faut à tout prix lire. Jean-Michel, Claire, vos interventions furent brèves. On aurait voulu vous entendre sur d'autres sujets encore, mais voilà, c'est la forme du webinaire. Vous allez pouvoir revoir ce webinaire dans les jours qui viennent. Je mettrai en ligne lundi le webinaire sur respect, pardon, le dernier dossier des cahiers pédagogiques, ainsi que, et celui-ci sera mis en ligne en fin de semaine prochaine, je pense. Vous serez informé par voie de mail de sa publication. Je vous rappelle que nous avons de nouvelles formules maintenant au cahier pédagogique et qu'il est important, que votre soutien est important, y compris des formules numériques qui vous donnent accès à 5000 articles. Voilà, c'est une bibliothèque formidable, enfin qui est une bibliothèque indexée, une bibliothèque accessible par 5000 abonnement. 5000 articles. Oui, 5000. C'est vraiment, Jean-Michel a été une grande part, moi un petit peu moins, mais c'était un travail militant considérable que d'arriver à mettre tout cela en ligne très rapidement. Je vous rappelle aussi que pardon, j'ai perdu le fil. Vous pouvez adhérer, vous pouvez faire adhérer vos établissements scolaires. Notre prochain webinaire n'est pas encore fixé tout à fait. Nous essayons et nous envisageons un webinaire sur l'urgence écologique pendant la COP27 qui se tiendra début novembre en Égypte. Un webinaire également suite à Jean-Michel, aide-moi, à la réunion des différents mouvements pédagogiques. L'éducation nouvelle. Voilà, l'éducation nouvelle qui se Les tiendra échos à de la Biennale Bruxelles. de l'éducation nouvelle qui a lieu fin octobre à Bruxelles. Voilà, donc tenez-vous au courant en regardant notre site. Vous aurez donc toutes ces informations sur notre site. À très bientôt, passez un bon week-end et merci de votre présence.